Bonjour, je suis Roger Martelly, je suis historien, j'ai le plaisir d'être directeur du magazine Regard, que je pense que vous connaissez, et je viens de publier un livre intitulé Communiste en 68, le grand malentendu. Alors on commémore en ce moment 68, mai 68, beaucoup de livres ont été publiés sur cet événement. Vous avez choisi un angle intéressant qui est celui du rapport des communistes avec l'événement ou le démarrage des premiers événements de mai 68. Pourquoi avoir choisi cet angle? Qu'est-ce qui vous a motivé à écrire ce livre? Ce qui m'a motivé, en fait, c'est deux choses. D'abord, mon corps de métier, c'est l'histoire du communisme. Le Parti communiste, même si ça n'apparaît pas trop dans cette commémoration, c'est un des acteurs majeurs de 1968. Je ne pouvais pas passer à côté de l'événement, d'autant plus que désormais nous disposons de beaucoup de documents, d'archives qui permettent d'y voir un peu plus clair. Puis il y a une autre raison plus personnelle, qui est qu'en 1968, je suis entré en même temps, d'un coup, en quelques jours, en politique, comme on dit, et aussi en communisme. Je fais donc partie de cette jeune génération scolarisée qui d'un coup bascule dans la politique avec son cortège d'attentes, d'espérances et aussi d'illusions. Et j'ai toujours voulu comprendre ce qui s'était passé à ce moment-là, à la fois dans sa dynamique propulsive et aussi dans ses ambiguïtés, ses limites, qui éclateront évidemment par la suite. Alors c'est des ambiguïtés dont il est question aussi beaucoup dans votre livre, qui est très fouillé, il y a beaucoup de documents d'archives justement, vous le disiez. Vous rappelez aussi dans le livre que le PCF a payé son aveuglement sur la nature profonde des événements de mai 68. Comment s'est manifestée cette distance des communistes justement avec le mouvement étudiant qui naissait? Alors, il faut faire attention à une chose qui est bien sûr que le mouvement étudiant qui est le déclencheur du grand mouvement de 68 n'est qu'une partie de ce mouvement qui l'inclut, mais qui le déborde largement, notamment à partir du 13 mai. Mais il est vrai que le Parti communiste est passé à côté du mouvement étudiant à ses débuts, il est passé complètement à côté. Il est passé à côté pourquoi? D'une part parce que c'est un mouvement qui, alors qu'il attendait un mouvement revendicatif, sagement revendicatif à l'université, c'est un mouvement exubérant, brouillon, qui désarçonne un parti qui se veut un parti d'ordre depuis 1936. Et qui plus est, cerise sur le gâteau, au cœur de ce mouvement en ébullition, exubérant, il y a ce qu'il appelle les gauchistes. Les gauchistes, c'est-à-dire en fait cette gauche radicalisée par la guerre du Vietnam, par l'expérience cubaine, par le guévarisme, la figure mythique de Che Guevara, et par la révolution culturelle chinoise, cette gauche radicalisée l'obsède, le perturbe. Pourquoi? Tout simplement parce que pour lui, la révolution, ça passe par un rassemblement de la gauche autour d'un problème commun. Les gauchistes, entre guillemets, combattent cette perspective, la jugent réformiste. Pour le PC, ils sont donc l'ennemi à abattre. Et depuis 2 ans, le gauchisme, c'est une obsession pour le PC. Et quand le mouvement se déclenche, il ne veut voir dans le mouvement que le résultat, la marque, j'allais presque dire quasiment le complot de ce qu'il appelle les groupuscules gauchistes. Le problème, évidemment, c'est qu'au fil des jours, ces groupuscules se révèlent être plusieurs milliers. Il faut donc à un moment donné que le PC essaie un petit peu, j'allais dire, de corriger le tir. Et comment ça s'est manifesté concrètement? J'ai lu dans les documents d'archives que vous avez présentés, dans le livre, que le Parti communiste communiquait beaucoup en disant qu'il fallait contribuer à isoler les éléments gauchistes des facultés. Il parle même d'agissement aventuriste de certains étudiants. Georges Marchais lui-même a publié une tribune, je crois, dans l'Humanité, où il parle de fils de bourgeois. Il critique aussi l'anarchiste allemand Cohn-Bendit. C'est une tribune qui paraît dans l'Humanité, qui est restée célèbre, celle où il met effectivement en cause les groupuscules et l'anarchiste allemand Cohn-Bendit, que tout le monde entendra le juif allemand Cohn-Bendit, bien entendu. Mais c'est une initiative qui est consciente, c'est une initiative décidée par le bureau politique quelques jours auparavant et qui reflète ce que je disais depuis 2 ans, le gauchisme est une obsession. Le problème
pour le malheureux marché et pour le PC, c'est que cet article paraît le 3 mai, c'est-à-dire le jour où le mouvement s'enflamme et prend immédiatement un caractère de masse qui va évidemment apparaître de façon éclatante dans les jours qui suivent, avec le soutien de l'opinion. Et là, évidemment, le PC se retrouve le bec dans l'eau. Alors pourtant, justement, si le PCF a tardé à accompagner le mouvement dès le 6 mai, il dénonce le pouvoir gaulliste, la répression policière. Tout à fait. Il exige aussi la libération des prisonniers. Il défile même très vite derrière les étudiants, finalement. C'était déjà trop tard, en fait? Non, il n'est jamais trop tard en politique. Il n'est jamais trop tard en politique, d'autant plus qu'à l'époque, ne l'oublions pas, évidemment, aujourd'hui, on a tendance à être étonné par cela. Le PC est le premier parti de gauche, c'est la force qui est la plus implantée en milieu populaire et notamment ouvrier, c'est, j'allais dire, un acteur majeur de la vie sociale et politique française de l'époque. Et il est d'autant moins trop tard, je dirais, que le PC, qui entre parenthèses est indirectement à l'initiative de la grande manifestation du 13 mai, puisque c'est Georges Ségui, qui est à la fois secrétaire général de la CGT et membre du bureau politique du PC, qui propose le premier cette manifestation qui va se révéler gigantesque. Et qui plus est, à partir du 13, le mouvement, j'allais dire, gréviste, syndical, ouvrier, social, en quelque sorte, prend d'une certaine manière la relève du mouvement étudiant. Or, dans ce mouvement social, le parti est totalement à l'aise, les communistes sont comme des poissons dans l'eau, puisque, j'allais dire, c'est leur milieu de référence et non pas ces étudiants qui leur échappent un peu. Comme vous l'expliquez dans le livre, notamment dans l'université, on sent que les communistes ne sont pas forcément les plus... n'ont pas un accueil très chaleureux. Vous citez notamment un accueil timide pour Papa Aragon à la Sorbonne, où il se vient... Absolument. En même temps, il ne faut pas exagérer dans cette période bouillonnante que j'ai heureusement connue. Tout le monde s'exprime dans des assemblées générales où ça chahute, ça hurle, ça applaudit, ça conspue, et les étudiants communistes sont là, et finalement ils sont dans le mouvement en marge, un peu dépassés par ce qui se passe, mais j'allais dire, pour eux, d'une certaine manière, ça n'exclut pas leur président. Cela dit, ça n'est pas leur lieu de prédilection. Encore une fois, leur lieu de prédilection, c'est l'entreprise, c'est le mouvement gréviste, puisque dans le mouvement gréviste, évidemment, la CGT joue un rôle considérable. Alors au cœur des hésitations du Parti communiste français, il y a les questions de stratégie, vous le soulignez dans votre livre. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait le PCF ne se plonge pas spontanément justement dans le mouvement parce qu'il est à ce moment précis victime de son succès, dites-vous, et qu'il faut résister à la concurrence sur sa droite du mendésisme, vous le dites, et sur sa gauche des gauchistes, vous venez de le dire. Ça veut dire qu'à ce moment-là, le PCF se soucie davantage de ses ambitions politiques que de la réalité sociale qui semble lui échapper? Si l'on veut, mais j'allais dire comme toute formation politique, évidemment, qui est soucieuse de ses intérêts. Non, je pense que le PC suit à ce moment-là une ligne qui est, j'allais dire, stratégiquement définie. Et stratégiquement définie, en fait, depuis le début des années 60. Par exemple, la grève, évidemment, devient une grève massive, comme on le sait. C'est au moins 7 millions de grévistes. C'est la plus grande grève de l'histoire de la France et même de l'histoire européenne pour toute la période contemporaine. Mais il se trouve que au moment où cette grève atteint son apogée, c'est le moment où vont s'ouvrir les négociations dites Grenelle au ministère du Travail entre syndicats, patronat et gouvernement. Il se trouve que la situation politique devient étonnamment confuse. L'extrême gauche rêve évidemment des grandes impulsions insurrectionnelles d'octobre 17. Les socialistes, eux, sont tentés par plutôt le recours à des combinaisons plus ou moins centristes, que ce soit la SFIO, le Parti Socialiste, ou la Fédération de la Gauche démocrate et socialiste dirigée par François Mitterrand, et Pierre Mendès France, qui est en dehors, j'allais dire, de l'espace classique, j'allais dire, de la gauche française, apparaît comme le grand recours, l'homme providentiel, etc. Le PC a l'impression que, à nouveau, c'est la vieille tentation de la troisième force qui est en train de prendre le devant. Et pour lui, c'est impossible. Donc pour lui, il n'y a pas d'autre solution, je le disais dès le départ, que l'union de la gauche autour d'un programme commun. Tout ce qui s'écarte de ça, il le combat, que ça soit sur sa droite ou que ça soit sur sa gauche. Et finalement, autour du 27 mai, c'est-à-dire au moment
où est signé le constat de Grenelle, où le pouvoir gaulliste semble perdre la main en quelque sorte, il considère que finalement la meilleure solution serait peut-être le recours au peuple. Ce qui fait que le 30 mai, quand le général de Gaulle annonce la dissolution de l'Assemblée et la convocation de nouvelles élections législatives, le PC est prêt à jouer le jeu. Il pense qu'il va tirer son épingle du jeu parce que dans les élections précédentes, il était plutôt en expansion. Le problème, c'est que cette perspective des élections législatives, qui pour lui était une issue éventuellement positive, ça va se révéler une impasse. Et une impasse, d'abord pour lui, c'est lui qui va en payer le plus durement le prix. Alors l'autre actualité de 1968 qui va contribuer à affaiblir le Parti communiste français, c'est l'intervention par le pacte de Varsovie en Tchécoslovaquie. Vous en parlez évidemment dans la deuxième partie de votre livre. Le PSF de Valdez-Crochet a opté pour une position équilibrée qui va lui coûter cher plutôt que d'avoir choisi la rupture avec Moscou et Brezhnev. Oui, j'allais dire, là c'est le véritable choc. Hein. Évidemment, 68 a été un moment difficile, d'autant plus que la conclusion électorale est décevante pour le PC, mais le véritable choc affectif, c'est l'écrasement du printemps de Prague en août 68, parce que là, évidemment, c'est l'image du socialisme, c'est l'image de ce bloc dans lequel le PC voyait depuis le départ, depuis 1917, une perspective d'émancipation. C'est une image terrible pour cela. Donc le PC fait ce qu'il n'avait jamais fait jusqu'alors, c'est-à-dire qu'il condamne l'intervention, alors qu'il avait par exemple approuvé la répression féroce qui avait suivi l'insurrection de Budapest en 1956. Il condamne. Il condamne des alliances d'ailleurs avec le Parti communiste italien aussi pour absolument. Il n'est pas le seul dans le mouvement communiste. C'est une manifestation de la crise qui ne va cesser de s'amplifier au cœur du mouvement communiste international. Donc il condamne, sauf que il est en quelque sorte pétrifié par le fait que pourrait se reproduire à Prague ce qui s'est passé en Budapest en 1956. Il ne veut pas d'un bain de sang. Et donc quand le 27 août, les négociateurs du Parti communiste tchécoslovaque, Alexandre Dubček en tête, signent un accord avec les soviétiques qui prévoit ce qui s'appelle à cette époque-là la normalisation entre les guillemets, le PC applaudit des deux mains. Sauf qu'il ne voit pas l'ambiguïté du terme. La normalisation, ça peut être la normalité de la paix civile, qui vaut mieux que le bain de sang de la guerre civile. Mais la normalisation, c'est aussi la mise à la norme. Et le problème, c'est que c'est la mise à la norme qui va dominer et qui va enterrer définitivement le grand rêve du printemps de Prague, de ce socialisme à visage humain, qui aurait pu peut-être redonner un peu de souffle à cette impulsion d'octobre dont l'italien Berlinguer dira quelques années plus tard qu'elle a perdu sa force propulsive. Donc le PC ne voit pas en réalité que cette prudence diplomatique affecte sa propre image, affecte l'image du socialisme, du communisme, et va lui coûter bien cher par la suite, et en tout cas provoque à l'intérieur de sacrées discussions, et notamment chez les intellectuels. Il pouvait rompre avec le pouvoir soviétique de Moscou à ce moment-là Il aurait pu, le philosophe Garodi, à cette époque-là, dit il ne faut pas confondre la diplomatie et la politique. Diplomatiquement, on ne peut que se réjouir de ce qu'il n'y ait pas bain de sang et qu'il y ait un accord entre Tchécoslovaques et Soviétiques. Mais nous n'avons pas à nous calquer sur la position diplomatique. En politique, nous ne pouvons que condamner l'intervention et redire qu'il n'y a pas de solution en dehors du départ des troupes soviétiques et des troupes du pacte de Varsovie. Je pense que sur ce point, la position de Garodi, qui a été repoussée avec une dureté extraordinaire, au nom de l'équilibre, hein, c'est ni l'acceptation ni la rupture. La position de Garodi aurait mérité sans doute d'être un peu mieux accueillie par la direction du parti. Dans l'épilogue de votre ouvrage, vous expliquez que les événements de mai 68 en France et plus tard en Tchécoslovaquie, en apparence hétérogènes, finalement sont assez entremêlés.
Vous faites allusion au contexte international à ce moment-là? Incontestablement. On sait que le mouvement de 68, en tout cas dans sa dimension étudiante, ça a été un mouvement planétaire. C'est même, j'allais dire, le seul véritable mouvement planétaire qu'on ait pu connaître depuis peut-être, j'allais dire, l'expansion de la vague révolutionnaire de 1917. C'est un mouvement véritablement planétaire. On l'observe partout, dans tous les pays. À l'est et à l'ouest, puisqu'à l'époque, nous sommes encore au cœur de la guerre froide, avec les deux blocs, les deux camps, au nord et au sud. On le trouve à la fois dans les pays développés, dans les pays du bloc soviétique, dans les pays qu'on appelle du tiers-monde, qui s'est exprimé en 1954 lors de la conférence de Bandung, cette émergence de ce mouvement de libération nationale qui anti-impérialiste, on l'observe partout. Et donc si on l'observe partout, ça signifie qu'il y a quelque part quelque chose dans la manière de faire société qui ne peut plus répondre à toutes les attentes. On ne peut plus à ce moment-là se satisfaire ni des seules réponses, on va dire, du marché que l'on va trouver dans les pays du monde dits capitalistes, ni dans l'État administré qui domine dans le bloc soviétique. Donc, au fond, le caractère planétaire du mouvement dit qu'on est face à des questions de sens nouvelles, et je dis bien nouvelles, et c'est cela pour une part qui piège le PC. Dans le mouvement, il voit ce qui lui est familier, c'est-à-dire ce qui lui paraît simplement continuer la trajectoire du mouvement ouvrier et par exemple l'expérience du Front populaire. Ce qu'il ne voit pas, c'est l'émergence de questions nouvelles autour des problèmes de l'autonomie, de l'individu, la remise en cause de l'ordre, de l'autorité, de l'ordre usinier, la remise en question du contenu du travail, etc. Le PC, ça ne le voit pas, et malheureusement pour lui, cette cécité va se prolonger dans les années qui vont suivre, quand il va regarder avec distance le féminisme, l'autogestion, l'écologie politique, etc. Donc de ce point de vue, au fond, quantitativement, le PC n'est pas à l'écart du mouvement, parce que cette continuité avec le mouvement ouvrier est une réalité du mouvement de 68. Mais ce qu'il ne voit pas, c'est qu'il y a à la fois de l'ancien et du nouveau. Et le problème, c'est que ignorer l'ancien majoritaire, ça conduit à l'isolement, bien entendu, à l'inefficacité politique, mais ne pas voir le nouveau, ça conduit à terme à l'impasse. C'est ce qui s'est malheureusement produit pour le PC. Justement, vous illustrez ce que vous venez de dire en reprenant l'analyse d'Alban Bensa et d'Éric Fassin, qui explique que l'événement peut être tenu pour ce qui ouvre une rupture d'intelligibilité. Okay. Difficile pour les acteurs de ne pas réellement voir ce qui est en train de se passer, dites-vous. Alors finalement, qu'est-ce qui a échappé au Parti communiste français et qui a sans doute contribué à son déclin? C'est qu'il a eu un train de retard sur... Je pense que, pris en quelque sorte par son... sa cohérence stratégique, il n'y a pas d'autre solution que l'union de la gauche autour d'un programme keynésien, de nature keynésienne, radicalement keynésien, mais keynésien. Le PC, au fond, partage cette idée que dans une phase qui est encore une phase dominée par l'État-providence, par la grande croissance de ce qu'on appelait les 30 glorieuses, il suffit, en investissant l'État, de réorienter les régulations de type keynésien. Le problème, c'est que, justement, ce qu'exprime le mouvement de 68, c'est que les sociétés de cette époque-là sont devant, comme je le disais tout à l'heure, des questions de sens qui vont très au-delà de la simple réorientation. Il y a la remise en cause plus profonde des mécanismes de régulation économique, des mécanismes de fonctionnement de la démocratie, de rapport à l'environnement, de nécessité de ne pas gaspiller les ressources. Enfin, il y a des tas de questions qui, bien entendu, sont peut-être à ce moment-là encore en germe, c'est-à-dire minoritaires, mais dont l'ignorance risque au bout d'un moment de faire du Parti communiste une simple répétition du passé. Et le paradoxe, c'est d'ailleurs qu'il n'a pas été le seul à passer à côté, j'allais dire, du mouvement, parce qu'au fond, le gauchisme, qui est son obsession au début de 68, qu'il vilipende, qui veut à tout prix écraser, battre politiquement, ce gauchisme ne réussit pas plus. C'est-à-dire, au fond, en vivant sur le souvenir simplement d'octobre 1917, lui aussi passe à côté de l'essentiel peut-être de 68. Et le paradoxe, c'est que la force qui au fond tire le bénéfice de 68, c'est la social-démocratie relancée en 71 par Mitterrand, qui intègre
l'esprit de 68 et qui, sur cette base-là, va réussir à ravir la première place au sein de la gauche au Parti communiste. C'est un paradoxe extraordinaire que le Parti communiste est obsédé par le gauchisme, obsédé par le centrisme, par Pierre Mendès France et par la FGDS, et en réalité, c'est une social-démocratie transformée qui va, en quelque sorte, décevoir ses espérances, prendre sa place, avec toutes les conséquences que nous connaissons, y compris peut-être aujourd'hui. Vous dites aussi que le PCF se méfie toujours de la contre-société. C'est aussi ça qui lui a manqué, c'est de ne pas avoir capté les disons que nouveaux qui apparaissaient. Cette question, c'est une question compliquée, voilà. La force du communisme en France, c'est de ne pas être simplement un parti. Le communisme au XXe siècle, notamment à partir des années 30, c'est en réalité une galaxie d'organisations autour du parti, dans lequel il y a du partisan, mais dans lequel il y a aussi du syndical, la CGT à ce moment-là, de l'associatif, du culturel. Et finalement, c'est cette galaxie qui fait mouvement et qui donne au PC une force qui est équivalente de celle des social-démocraties européennes d'Europe du Nord, à cette agrégation en quelque sorte de l'économique, du social, du politique et du culturel. Le PC est au cœur de cette recomposition, ce qui fait sa force. Mais en même temps, son intelligence, c'est dans la tradition de Jaurès, à dire vrai, de ne pas faire de cette galaxie une sorte de société fermée. C'est-à-dire, tout à la fois, il cultive au fond cette étrangeté ouvrière populaire qui fait sa marque de fabrique, et en même temps, il se place sur le terrain de la société tout entière et de son projet de transformation. Cet équilibre, le parti le réalise dans cette période-là. Il manque un certain nombre, j'allais dire, de trains qui passent, et en particulier celui de 68 et de ce qui va suivre, ce qu'on va appeler les nouveaux mouvements sociaux. Il perd la main, il perd sa galaxie, et je dirais d'une certaine manière, au fond, nous nous trouvons aujourd'hui dans une situation qui est qu'il y a un besoin de recomposition qui ne peut pas être entre l'économique, le social, le politique, le culturel, qui ne peut pas prendre la forme de la subordination au parti qui existait dans le cadre de la tradition social-démocrate et communiste, qui doit prendre d'autres formes, mais cette réarticulation, d'une certaine manière, c'est au cœur de l'expérience contemporaine, mais pas une contre-société. C'est une articulation pour une autre société, mais pas pour se replier sur une contre-société. Et aujourd'hui, vous direz que le PCF, justement, a tiré les leçons de ces échecs-là. Est-ce qu'il a suffisamment pris en compte les nouvelles formes de mobilisation? Je pense à Nuit debout, je pense aujourd'hui avec le mouvement de la France insoumise, les manifestations un peu nouvelles qui sont en train d'émerger. Très sincèrement, je n'en sais rien. Pendant longtemps, il est passé à côté de ça, je le sais. Pour l'avoir vécu de l'intérieur, il est passé à côté de ça. À mon avis, le résultat, évidemment, c'est qu'il s'est rabougri, il s'est appauvri, il a laissé la main à d'autres, et encore que, jusqu'à une période en tout cas toute récente, son déclin n'avait été compensé par l'émergence d'aucune force alternative. Voilà, donc il a perdu sans que personne en tire véritablement le bénéfice. Est-ce qu'il en a tiré les conséquences? Je voudrais honnêtement que il faudrait poser certainement la question à ceux qui sont à l'intérieur, c'est à eux de nous dire, en tout cas c'est pas à l'historien de trancher sur cette affaire, c'est au fond aux militants communistes de dire s'ils veulent persister dans une solitude déclinante, ou s'ils veulent s'insérer dans une construction beaucoup plus ambitieuse dans laquelle moi je continue à penser qu'ils ont leur place à côté de beaucoup d'autres, bien entendu. Merci beaucoup Roger Martelly. Mercredi, on continue notre semaine sur mai 68. Je recevrai l'historienne Ludivine Bantini qui vient de publier aux éditions du Seuil 68 de Grand Soir en petit matin. Vous avez une question pour elle? C'est un très bon livre qu'elle a écrit là. Je salue donc Ludivine Bantini. Une question, peut-être celle-ci, c'est on se rend compte un peu en observant ce cinquantenaire que on reste tiraillé quelque part entre la nostalgie des temps heureux de la Révolution, du mouvement ouvrier d'un côté, et puis la tentation cohn-benditienne du forget 68, oublier 68. Ludivine Bantini, qui fort heureusement, en tout cas à mon avis, affirme sa sympathie pour les acteurs
de 68, je ne peux qu'être sensible à cette sympathie, évidemment ne se retrouve ni dans l'un ni dans l'autre. Mais j'aurais envie de lui dire, si elle n'est ni dans l'un ni dans l'autre, au fond, si elle avait à dire, qu'est-ce qu'elle dirait en quelques mots, si elle devait répondre, je lui laisse le choix à la question, que faut-il garder de 68 ou que faut-il oublier de 1968 ? Elle peut choisir entre les deux questions ou répondre deux si elle le souhaite. Eh bien, je transmettrai la question. Merci beaucoup. Merci à vous.